Bonjour à tous, nous avons le plaisir de retrouver Claude Cohen-Tanouji, prix Nobel de physique en 1997, pour cette quatrième et dernière émission consacrée à la lumière. Dans les précédentes, nous avons beaucoup parlé du laser, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a une lumière naturelle et que c'est grâce à elle notamment que nous savons ce que nous savons en astrophysique sur la structure de l'univers, grâce à la lumière que nous envoient les étoiles et les galaxies. Est-ce que cet aspect des choses vous intéresse, vous qui avez plutôt travaillé sur la lumière telle qu'on l'utilisait en laboratoire? Oui, absolument, énormément, si vous voulez. Il faut bien voir que, comme vous le dites, toute l'information que nous avons sur l'univers qui nous entoure, pour le moment, provient essentiellement de l'observation de la lumière que nous recevons des objets d'astrophysique. Attention, par lumière, nous entendons ici tout le rayonnement électromagnétique qui va des ondes hertziennes aux rayons X et gamma. Donc c'est toute l'étendue du spectre électromagnétique est en jeu. D'abord, il est clair que le physicien atomiste s'est intéressé par ces problèmes parce que, effectivement, toutes les informations que nous avons sur les atmosphères stellaires, les atmosphères planétaires, sur l'espace interstellaire, proviennent de l'étude spectroscopique du rayonnement que nous recevons de ces objets. En effet, nous savons que chaque atome émet un spectre de raies discrètes correspondant aux différences d'énergie entre une paire de niveaux de cet objet, de cet atome. Par exemple, le cliché montre 3 spectres de l'hydrogène, du mercure et du néon. Vous voyez qu'ils sont les 3 différents et qu'en quelque sorte, un spectre de rayons, un spectre de raies d'un atome est une empreinte digitale de cet atome. Donc en observant le spectre de la lumière qui nous vient du Soleil, qui nous vient de l'espace interstellaire, on peut identifier quels sont les atomes, les constituants de ces milieux. Par exemple, on a au cours des 20-30 dernières années, on a détecté des centaines et des centaines de molécules parfois fort complexes dans l'espace interstellaire. Donc ça, c'est quand même une source d'information considérable. Ça permet de comprendre que les atomes qui sont sur Terre sont les mêmes que ceux Exactement, dans les autres c'est dans les mêmes spectres. Et ça montre d'ailleurs le caractère universel du spectre d'un atome et pourquoi il joue un rôle important pour les horloges atomiques en particulier. De notre côté, nous savons que quand un objet s'éloigne de nous, la lumière qu'il émet est déplacée par un effet Doppler. Donc l'observation du déplacement Doppler des raies que nous recevons des objets astrophysiques nous permet de montrer que l'univers est en expansion et qui c'est un grand résultat de la fin des années 1920. Voilà, donc ça c'est un autre exemple. Pour mesurer, si on mesure aussi la largeur des raies émises par un atome, on peut avoir des idées sur la température du milieu dans lequel il se trouve. Si on regarde aussi l'effet Zeeman, le dédoublement ou le triplement de ces raies en présence d'un champ magnétique, on peut avoir une idée du champ magnétique dans lequel il est placé. Donc vous voyez que la lumière est une sonde pour obtenir toute une série d'informations très utiles sur le milieu, l'univers qui nous entoure. Alors actuellement, il y a d'autres informations qui nous viennent d'autres types de particules, comme les neutrinos, qui sont très difficiles à détecter, mais qui nous renseignent sur ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Et on espère, dans les décennies qui viennent, pouvoir détecter aussi, non plus des ondes électromagnétiques, mais des ondes gravitationnelles émises par des objets très massifs en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ça donnera une nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers. Mais pour l'instant, disons 99,99% des informations proviennent du rayonnement électromagnétique que nous recevons de l'univers. Il y a enfin un dernier aspect sur lequel je voudrais insister parce qu'il passionne l'imagination et il répond à des questionnements fondamentaux de l'homme sur sa place dans l'univers. C'est le fait qu'on arrive par observation du rayonnement électromagnétique d'avoir des informations sur les phases primordiales de l'univers. Si vous voulez, il y a un modèle de plus en plus établi maintenant, qu'on appelle le modèle du Big Bang, conduit à penser qu'il y a environ 13 milliards d'années dans le passé, il y a eu une explosion très brutale qui s'est produite et qui a conduit à un modèle d'univers en expansion depuis cette phase extrêmement énergique, extrêmement chaude, jusqu'à maintenant. Elle s'est refroidie progressivement et au cours desquelles sont apparues les galaxies, les amas de galaxies, les étoiles, les planètes. En parenthèse, on a découvert des tas de planètes autour de diverses étoiles de notre système, de la Voie lactée, des autres galaxies. Et donc, ce qui est intéressant, c'est les phases primordiales. Pendant ces phases primordiales, et là c'est un aspect qui est fascinant pour le physicien, c'est que pour comprendre l'infiniment grand qu'est l'univers, on a besoin aussi de comprendre l'infiniment petit. Les énergies qui apparaissent dans les phases primordiales qui ont suivi un temps très court après le Big Bang, les énergies sont telles qu'elles font intervenir des phénomènes physiques que l'on ne peut comprendre qu'au moyen des grands accélérateurs de la physique des particules.
Il y a donc la cosmologie, la physique des particules se retrouvent autour de ce questionnement sur les phases primordiales de l'univers. Les collisioneurs permettent de recréer les conditions physiques de l'univers primordial. Alors, pendant un temps extrêmement court, les 4 interactions que nous connaissons actuellement, qui sont l'interaction gravitationnelle, qui est responsable de l'attraction de la Lune et de la Terre, par exemple, les interactions électromagnétiques, qui apparaissent à toutes les échelles de longueur, microscopiques, mésoscopiques, macroscopiques, et les interactions nucléaires qui se séparent en interactions faibles et interactions fortes. Aux tout premiers instants de l'univers, ces 4 interactions étaient unifiées, elles ne formaient qu'une seule interaction. Et puis au fur et à mesure que l'énergie et la température ont diminué, elles se sont séparées progressivement. D'abord, l'interaction gravitationnelle s'est séparée des interactions fortes, faibles, électromagnétiques. Puis après, l'interaction forte s'est séparée des interactions faibles, électromagnétiques, qui étaient unifiées sous la forme de ce qu'on appelle la théorie électrofaible. Et puis, les interactions faibles électromagnétiques se sont séparées pour donner naissance au photon. À ce moment-là, le photon est apparu. La naissance du photon, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là, extrêmement court. Mais à ce moment aussi, sont apparus, au moyen d'un phénomène qu'on appelle le mécanisme de Higgs. Et ce nom doit vous rappeler ce qu'on voit dans les journaux actuellement, qui est le grand challenge du CERN actuellement, d'essayer de voir le boson de Higgs par le nouvel accélérateur qu'on appelle le LHC, Large Hadron Collider. Voilà. Donc, à ce moment-là, les interactions électromagnétiques et faibles se séparent, le photon apparaît, les particules matérielles acquièrent une masse, les noyaux légers lourds se forment, et apparaît donc un plasma primordial, extrêmement dense, d'où la lumière ne peut pas s'échapper. Elle reste emprisonnée là-dedans, elle est piégée. Et ça dure pendant un temps qui est de l'ordre de 370 000 ans, après le Big Bang. Et au bout de 370 000 ans, le Big Bang, le milieu est devenu suffisamment dilué pour que la lumière s'échappe, et c'est là que la lumière apparaît dans l'univers. On peut dire que la naissance de la lumière, le Fiat Lux, date de cette époque. Ça veut dire qu'en observant la lumière qui nous vient de l'univers, on ne peut pas remonter au-delà de cette période de séparation. Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir à la physique de particules pour avoir la théorie des interactions, en particulier ce qu'on appelle la gravitation quantique. Les tout premiers instants de l'univers sont encore pas du tout compris. Les accélérateurs voient ce que les télescopes ne peuvent pas voir. Voilà, c'est ça qui est superbe. C'est pour ça que je vous dis qu'un physicien ne peut pas ne pas s'intéresser à ces problèmes. C'est fabuleux. Donc dans la famille Cohen-Tanouji, mon frère qui travaille dans les particules, donc on a des sujets d'intérêt commun. Donc la lumière apparaît 370 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire près de 13 milliards d'années auparavant, et puis elle s'étale dans l'univers, elle se refroidit, et apparaît donc... il y a une trentaine d'années, je crois qu'il y a deux physiciens qui... D'abord, voilà, le cliché suivant montre une photo des galaxies les plus lointaines que nous observons avec le télescope de Hubble. Et là, vous voyez ici, ce qu'on voit, c'est l'univers il y a je crois, 10 milliards d'années dans le passé. Ça, c'est aussi quelque chose... Plus on voit loin, plus on voit le passé. Ouais. Plus on voit le passé. Et alors, ces deux physiciens, Penzias et Wilson, en étudiant le bruit dans les antennes qui faisaient de la radioastronomie, trouvent un bruit que petit à petit ils arrivent à identifier comme le reste de cette explosion initiale, de la lumière qui s'est échappée. Ils voulaient éliminer ce bruit. Ils voulaient l'éliminer, ils se sont rendus compte qu'ils étaient là, et ça c'est ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique. C'est la lumière initiale qui s'est échappée de ce plasma chaud, qui s'est refroidi en 13 milliards d'années. Donc c'est un phénomène qui a été découvert en 1965. Et maintenant, son analyse donne des détails extrêmement précis, extrêmement passionnant sur le début de l'univers. En particulier, la répartition d'intensité en fonction de la fréquence de ce rayonnement suit de manière parfaite, comme le montre cette courbe, la loi de Planck. La loi de Planck, c'est la loi qui donne la répartition spectrale du rayonnement émis par un corps chauffé à la température T. C'est pour interpréter ce rayonnement, cette loi de redistribution spectrale, que Planck a introduit pour la première fois en physique, la cosmome qui porte son nom. C'est la naissance de la physique quantique, en fait. C'est la naissance de la physique quantique. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde avec un la répartition spectrale du rayonnement de fond cosmologique, on trouve qu'il suit la loi de Planck à 10-5 près, et qu'il permet de déterminer la température avec 4 décimales de l'univers dans lequel nous sommes plongés actuellement, et qui est de 2,7 degrés Kelvin, plus quelques décimales. Donc voilà, le rayonnement dans lequel nous baignons actuellement, qui est le rayonnement du fond cosmologique, est à 2,7 degrés Kelvin. En particulier, les mélanges optiques de sodium que je vous montrais tout à l'heure, ce sont 200 000, beaucoup plus froides. 200 000, donc c'est une sorte de rayonnement fossile, finalement, qui garde la mémoire de ces conditions initiales. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'en mettant
en observant ce rayonnement non plus du sol, mais à partir de satellites, pour s'affranchir du bruit de l'atmosphère terrestre. Il y a eu 2 satellites successifs, le satellite COBE, le satellite WMAP et bientôt le satellite Planck, qui mesurent la répartition angulaire de ce rayonnement. Et vous voyez qu'elle n'est pas homogène, qu'elle représente des inhomogénéités spatiales, angulaires, qui permettent de voir les inhomogénéités spatiales de matière au début de l'univers. Ces inhomogénéités, c'est celles qui vont donner naissance, sous l'effet de la gravitation, aux galaxies. Donc on voit ici les galaxies en train de se former. Les grumeaux qui vont donner ensuite les galaxies, puis les étoiles, puis voilà, par l'effet de gravitation. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est que l'observation de ce rayonnement de fond cosmologique donne vraiment des informations sur vraiment les phases primordiales de l'univers. Donc ça veut dire que sans la lumière, finalement, on ne saurait quasiment rien de la matière. On ne saurait quasiment rien de la matière, on ne saurait rien de l'univers. Alors il y a d'abord quelque chose de fascinant, c'est que l'homme, qui est un être qui vit une centaine d'années, un temps infime par rapport au temps cosmologique, qui vit dans une toute petite planète, arrive par son intelligence à reconstituer cette histoire. Parce qu'il faut bien voir maintenant que la cosmologie n'est plus un débat philosophique. C'est basé sur des modèles scientifiques qui sont susceptibles d'être testés expérimentalement et qui sont confirmés par les observations, qui donc ont une base maintenant scientifique. Donc on a maintenant une histoire de l'univers qui est solide. C'est une histoire qu'on connaît depuis très peu de temps. Et quand on regarde d'ailleurs la différence entre ce que vous nous dites aujourd'hui sur ce que la lumière nous apprend en provenance de l'univers et ce qu'on disait par exemple dans les années du début du XXe siècle, il y a une différence radicale. À l'époque, on pensait que l'univers était statique. Oui. On doutait encore de l'existence de l'atome. Et aujourd'hui, on sait que l'atome existe, on le comprend parfaitement comme vous nous l'avez expliqué. Et puis on comprend les grandes étapes de cette évolution qui nous a fait passer d'un univers très dense, très chaud, à ce qu'il est aujourd'hui, et tout ça beaucoup plus froid. Dans un intervalle de temps, une centaine d'années, qui est complètement négligeable par rapport aux 13 milliards d'années. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui qui serait tenté par faire des études de physique ou devenir même peut-être physicien? Est-ce que les défis vous semblent aussi importants que quand vous étiez jeune? Alors, évidemment, il y a des gens qui disent que on a tout compris en physique, qui est une grave erreur, parce que, en fait, comme j'ai essayé de l'expliquer dans les différents entretiens que nous avons eus récemment, chaque nouvelle découverte pose autant de questions qu'elle en résout. Donc, beaucoup plus d'ailleurs, elle ouvre des nouveaux horizons. D'ailleurs, à propos de l'univers, il y a toute une série de questions fascinantes qui sont ouvertes. On s'est rendu compte qu'il y avait une matière qu'on ne voyait pas, qu'on appelle la matière noire, qui n'émet pas de lumière, et qui représente près de 30% du contenu de l'univers. Il y a en plus une énergie qu'on ne voit pas, qui est responsable d'une accélération de l'expansion de l'univers, qui représente elle 70% de la masse énergie de l'univers. Donc, ces questions sont ouvertes, d'énormes problèmes à résoudre. Les problèmes aussi de l'unification de la gravitation et de la relativité générale d'Einstein, qui est un problème ouvert. Donc, il y a toute une série de problèmes passionnants qui sont ouverts, qui ne sont pas résolus. J'espère que les jeunes téléspectateurs entendront ce message. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on aura une vision complètement différente de celle que nous avons aujourd'hui de l'univers, qui certainement englobera les informations sûres, établies que nous avons en ce moment, mais qui permettra de poser toute une série de nouvelles questions. Bon, c'est ce message plein d'enthousiasme qui sera le mot de la fin. Oui. Je vous remercie beaucoup pour cette série d'émissions qui nous a beaucoup appris. Merci. Et puis à bientôt peut-être pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Aussi. Merci.